Merci beaucoup. Alors, je remercie aussi les organisateurs Dominique Charpin et Antoine Jacquet pour leur invitation. C'est vraiment une très belle et rare initiative de réunir en fait les spécialistes de l'époque paléo-babylonienne, donc je m'en félicite vraiment. Alors, de nombreux textes administratifs paléo-babyloniens découverts depuis la fin des années 80 dans la région de Larsa enregistrent des denrées, grains et farines, et des animaux, ovins, bovins et porcs, destinés au repas Naptanum. Dominique Charpin et Antoine Jacquet avaient fait le point sur cette documentation en 2013, dans le cadre du projet Archibab, dans Naboo 2013-4 exactement, et remarqué en particulier la mention régulière d'un centre d'engraissement, l'Egu-Udu Niga. Et plusieurs de ces centres sont déjà connus dans des grandes villes, comme à Mari, où c'est écrit le Bit Mari, à Ashnakum et aussi à Bad Tibira, par exemple. 10 ans après, les travaux que j'ai menés avec Ali Mourad du musée de Bagdad et Laurent Clonazria de l'université de Liège ont permis d'identifier et réunir 137 pièces d'archives issues de ce centre, et même plus, on dira par la suite, et offrant des informations détaillées sur son organisation et ses activités administratives entre la 2e et 26e année de règne du roi Rimsin. Alors nous sommes en train de réaliser l'édition et pour la plupart la réédition de ces textes, et donc là je parle aujourd'hui en nos 3 noms et vous présente ici donc des résultats préliminaires. Alors, voici un peu le plan de mon exposé. Après avoir fait un rapide point de vue historiographique, ainsi qu'un résumé de la genèse de cette documentation et de la méthodologie employée pour son étude, je souhaite esquisser son étude diplomatique, puis présenter quelques résultats qui nous semblent importants. Et l'enjeu est de montrer, encore une fois, on en a parlé un petit peu déjà ce matin hier, que l'étude des caractères externes et internes des textes administratifs, ainsi que leur mise en série, les rend dignes d'intérêt pour écrire l'histoire économique, mais aussi sociale, de la période paléo-babylonienne. Alors, comme je l'ai précisé, plusieurs de ces textes ont déjà été étudiés et publiés de façon éparse depuis 2007. Alors, ils ont été souvent considérés comme les textes de repas Naptanum, les Naptanum textes, on retrouve beaucoup dans la biographie, car la première ligne de ces textes enregistre un mouton ou un porc destiné au repas. Mais comme l'ont déjà remarqué Dominique Charpin et Antoine Jacquet, cette appellation est malheureuse car le repas Naptanum n'est en fait que la destination de la première des dépenses enregistrées sur chaque tablette, les suivantes étant destinées à d'autres usages. Il nous faut de plus distinguer au moins 3 services administratifs et 4 types de documentation. Alors je prends exprès le mot de service plutôt que le mot de bureau, parce que vous savez que c'est très difficile à déterminer ce que c'est qu'un bureau exactement lié avec une archive et avec une documentation. Donc je prends ce terme un peu plus neutre, un peu plus général aussi, de service. Alors l'un des services était responsable de la gestion du grain et de la farine pour la consommation. Il établissait des listes de distribution de grains au détail, datées seulement du mois et du jour, pour les repas du roi, les filles du roi et différents personnages du palais, de Larsa bien sûr. 8 de ces listes ont par exemple été éditées dans Cusas 15 par Alena Gattoni et Marcel Sigrist. Là je vous ai mis en bleu les 3 services et en rouge les 4 types de documentation. Alors il ne fait nul doute bien sûr que ce service, puisque c'était des dépenses au détail, était situé à Larsa même, et on peut très certainement inclure dans sa comptabilité le second type de document. Et ce second type de document, il s'agit de très petits bordereaux retrouvés lors des fouilles régulières de 1989 à Larsa, indiquant simplement une quantité de farine d'orge destinée au repas Naptanum et une date sous la forme mois plus jour, donc pas d'année. 9 de ces bordereaux ont été publiés par Dominique Charpin en 2003, dans le livre édité par Jean-Louis Huot sur Larsa, les travaux de 1987 et 1989. Le deuxième service s'occupe également de la gestion du grain et de la farine, dont une partie est délivrée pour les repas Naptanum, mais en amont de la distribution, car il s'agit cette fois de grandes quantités sorties des réserves. Ce service, sous la responsabilité d'un fonctionnaire Gouzala, est clairement situé à Mashkan Shapir,
d'après les documents qui se distinguent des précédents par leur contenu et le fait qu'ils mentionnent dans la date, le mois, le jour et cette fois l'année. L'année, là on va des années 6 à 8 du règne de Rimsin. Ils ont été édités par Kathleen Abraham et Uri Gabé dans les Festschrift van Lerberg en 2012. Enfin, il existe un troisième service, identifié par une documentation administrative, qui n'a rien à voir avec les précédentes documentations du point de vue de la diplomatique et du contenu, si ce n'est la mention de naptanum à la première ligne, mais après un mouton ou un porc et non une quantité de grains. Cette documentation tient son unité et sa cohérence du type de formulaire utilisé et de la mention d'un centre d'engraissement, donc le Leguudu Niga, qui est donc le sujet de notre étude. Alors l'équivalent acadien des sumérogrammes E2, Gu4 ou Du Nika, alors là il y a toute une discussion là-dessus, je vous la livre ici, sans vous donner réellement pour l'instant de réponse. Alors ça serait Bitmari, selon le CAD, qui s'appuie justement sur les textes de Marie, mais ça pourrait être aussi Namriatum, selon Martin Stoll et Klaas Venhoff, ou encore le Bit Namriatim, mot à mot la maison de l'engraissement, selon Baptiste Fiette. Alors cette dernière proposition est séduisante, mais nous sommes en train de reprendre l'étude systématique contextuelle des occurrences du Namriatum, grâce aussi à Archibald, justement, dans les lettres, pour pouvoir trancher. Et c'est pas évident, on retrouve souvent ce terme, mais très souvent, ça signifie simplement on envoie des animaux pour l'engraissement, et on a du mal à savoir si on les envoie pour l'engraissement ou pour le bâtiment de l'engraissement. Parce que Namriatum est écrit de façon, bien sûr, phonétique. De même, je ne rentrerai pas ici dans la question complexe de la localisation de ce centre d'engraissement dans la région de Larsa, dont l'étude est aussi en cours, et évidemment, nous sommes ouverts à toutes vos suggestions. Alors, on observe aussi une unité chronologique de la documentation. Les textes qui portent une date avec mois, jour et année ont été décrits entre le mois 8 de la 2e et le mois 9 de la 26e année du règne de Rimsin, c'est-à-dire sur une période courte de 24 ans. Cette documentation a été portée à notre connaissance par plusieurs voies. Tout d'abord, une centaine de textes a constitué le cœur de la thèse d'Ali Mourad en 2015. Ali Mourad et Laurent Clonasria ont pu également repérer 34 textes de cette documentation publiés par des collègues irakiens depuis 2007. Je montrerai après cette bibliographie. Une quarantaine de textes de la collection Rosen, qui est revenue maintenant intégralement au musée de Bagdad, et j'ai eu l'occasion de les étudier avec Ali Mourad. En discutant avec Ali Mourad et Laurent Clonasria, nous nous sommes rendus compte que l'ensemble de ces textes faisait bien partie de la même documentation. Là, je ne parle pas d'archives, je parle de documentation. Et nous avons réuni à ce jour 137 documents dont nous préparons l'édition et la réédition. Et je vous donne là, en gros, la répartition. 43 sont complètement inédits, 61 éditions Princeps, et puis 33 sont réédités. Alors, je vous fais voir la bibliographie qui est assez abondante, des collègues irakiens qui ont déjà publié ces textes. Donc, une bonne partie est en ligne. Une bonne partie a été publiée aussi dans la revue Sumer. Et comme on en a parlé hier avec le professeur Letz Hussein, en fait, la revue Sumer est en pleine expansion, justement, et devient de plus en plus accessible. Alors, je vous présente aussi, dans ce tableau, les documents classés dans l'ordre chronologique. Alors, il y a ce tableau et ce tableau. Et donc, comme vous pouvez le voir, 7 années de règne de Rimsin sont représentées dans les dates des textes. On a les années 2, 8, 9, 11, 14, 21 et 26. Avec 2 années qui sont surreprésentées, très souvent dans la documentation de Larsa, l'année 14 et surtout l'année 21, qui représente 40% des documents. Et 2 années beaucoup moins représentées, qui sont l'année 9 et l'année 26. Nous avons également identifié, autour de ce corpus, on pourrait dire, plus de 27 autres documents qui mentionnent le centre d'engraissement, mais qui concernent d'autres opérations administratives, comme des livraisons de grains ou des dépenses de laine sur ce bâtiment,
Donc pour l'instant, on les traite à part, même si on va peut-être les rééditer aussi. On ne les a pas mis dans cette documentation qui tient son unité de son formulaire et de l'expression, je vais vous en parler après, et d'une expression particulière. Donc là, je vous montre, vous voyez, l'année surreprésentée de Rimsin 21 et puis l'année de Rimsin 26, avec des trous évidemment énormes, hein, puisque vous voyez, entre l'année 21 et 26, on n'a aucune documentation. Donc ça pose aussi, comme ça a été vu hier et aujourd'hui, la question des silences de ces textes, enfin des creux, des trous. Combien de textes il nous manque exactement? C'est très difficile à évaluer aussi pour ce genre de documentation. Alors nous souhaitons vous présenter, donc préciser brièvement la façon dont nous travaillons sur ces textes, hein, pour analyser et exploiter au mieux cette série de textes administratifs, en apparence donc laconiques et concis. Il faut, comme vous le savez, les comparer et les mettre en série. Alors l'ensemble des textes est mis dans une table composée de divers champs. Donc vous voyez ici des exemples, qui est partagée donc, par nous trois, et cela permet de les classer, de les interroger, chaque document à propos de la date, d'un terme particulier, de son éventuelle édition, etc. On peut donc interroger aussi les anthroponymes, les toponymes et la terminologie administrative. Alors il s'agit bien sûr d'une base de travail, hein, et non d'un outil documentaire comme Archibab, mais elle offre de multiples possibilités pratiques dans le cadre de notre travail. Alors si on s'intéresse maintenant à la diplomatique des documents, c'est-à-dire à leurs caractéristiques externes et internes, plusieurs constats intéressants peuvent être faits à propos des pratiques comptables et scribales. De façon générale, les tablettes sont relativement bien conservées. Du point de vue du format, ces tablettes sont oblongues, donc, avec en moyenne une longueur entre 6 et 10 cm et une largeur de 4 à 5 cm. Mais il y a un changement de format très net à partir de l'année 26 du règne de Rimsin, on pourra le voir tout à l'heure. Puisque par la suite, les tablettes vont devenir des tablettes coussinées de 3 cm sur 3. L'ensemble des tablettes sont écrites des deux côtés, avec un revers plus bombé et des angles légèrement pincés. Alors, un premier constat concerne la mise en page et le formulaire qui évoluent au cours du temps. Une première section, en rouge ici, de la face enregistre les nombres d'ovins, bovins et suidés destinés au repas royal. Donc le repas natanum est toujours noté en premier. Puis après, on a les sacrifices aux divinités, aux différents messagers qui sont de passage et aux différents autres hôtes de marque. Ensuite, les scribes ont noté que les animaux ont été prélevés sur le centre d'engraissement avec la formule donc Chat3, Egu, Udu, Niga, Basi, écrite à la fin de la face, ou très rarement au début du revers. Ça arrive sur de très rares cas. Cette formule peut être écrite sur une ligne ou bien deux lignes. Donc on sépare dans ces cas-là le Chat3, Egu, Udu, Niga du Basi, c'est-à-dire que Basi écrit sur la suivante. Elle est mentionnée, cette formule, après un espace vide systématique, plus ou moins long. Alors on pourrait penser que cet espace vide sert justement à dérouler un éventuel saut, sauf que dans cette documentation, il n'y a aucun scellement. C'est très intéressant parce qu'on n'a aussi, dans cette documentation, aucun administrateur qui est clairement explicité. Alors ce qui est particulièrement intéressant, c'est que cet espace vide, à quoi il va servir? Eh bien, il est comblé par le total des animaux enregistrés dans la première section, décalée vers la droite, mais sur les textes datés à partir de l'année 11 de Rimsin. Pas avant, jamais avant, et après c'est systématique. Alors cela résulte d'un changement dans les pratiques comptables de ce service, car ce total apparaît sur tous les textes par la suite. Ce principe du total inscrit dans l'espace vide était pourtant déjà connu dans d'autres services, d'après d'autres textes administratifs mentionnant le centre d'engraissement et concernant la laine, par exemple, qui date de l'année, par exemple, 2 de Rimsin, ou bien des grains datés de l'année 4 de Rimsin. En tout cas, le caractère systématique à partir de l'année 11 de Rimsin est souligné par le fait que, comme vous pouvez le voir sur ce texte, le total peut simplement reprendre les données d'une seule ligne, c'est-à-dire il y a un mouton, et bien on reprend un mouton, et cette mise en page particulière devait donc certainement aider à repérer plus vite les nombres et à produire de plus grands totaux sur un mois ou une année. On peut se demander si ce total était établi en même temps que la rédaction du texte, ou bien juste après, par un comptable comblant l'espace blanc sur une argile encore fraîche. Alors certains cas où la formule prélevée sur le centre d'engraissement apparaît juste à la suite du total
et non à la fin de la tablette comme habituellement, suggère, c'est qu'une supposition, que le total était calculé au cours de la rédaction, dans la foulée. Le revers des tablettes débute par un grand espace vide jusqu'à la date écrite en bas, dans l'ordre classique mois, jour, année. On peut alors réaliser un deuxième constat. La date peut être précédée d'un grand trait ou non. Voilà. La date peut être précédée d'un grand trait ou non. Ce phénomène du trait, de la ligne, si vous voulez, apparaît sur 57 tablettes qui se répartissent chronologiquement sur l'ensemble de la période couverte par cette documentation, avec peut-être une concentration à partir de l'année 21 de Rimsin. Alors ça, j'aimerais bien voir du côté de Anne, justement, si on a le même phénomène du trait ou pas avant la date dans les textes de Nippur. Parfois, deux tablettes datées respectivement, comme vous voyez ici, du jour et du lendemain, et se ressemblant, peuvent l'une porter un trait et l'autre pas. Ceci pourrait indiquer peut-être deux mains différentes de scribes, ou bien tout simplement un même scribe variant ses habitudes. Alors pour quelle raison? Donc l'étude paléographique doit être approfondie. Du point de vue paléographique, justement, un troisième constat montre que les scribes différents ont rédigé ces tablettes. Si, comme je viens de le dire, l'étude paléographique doit être continuée pour connaître le nom de ces scribes, on peut déjà observer ce principe à partir d'un signe particulier, le signe Gu4 pour bœuf. Ce dernier peut être décrit de façon, j'ai appelé ça archaïsante, ou de façon plus simplifiée. Vous pouvez le voir l'exemple ici. Il est toujours écrit de façon simplifiée jusqu'au 18 du mois 1 de l'année de règne 21 de Rimsin. Puis, à partir de cette date, et pendant 4 ans, il peut être décrit alternativement de façon simplifiée ou de façon archaïque. Ceci témoigne-t-il de l'arrivée d'un nouveau scribe, parmi un groupe de scribes dont le nombre est déjà déterminé? Alors c'est difficile à affirmer, car une tablette porte les deux variantes de signes pour Gu4. Un scribe, alors là c'est vraiment très intéressant, donc là on peut se poser plein de questions. Est-ce qu'un scribe a rédigé les entrées et le total, et un note la fin du formulaire ainsi que la date? C'est-à-dire qu'on a fait un document à deux mains, si vous voulez. Ou bien le même scribe a-t-il changé d'écriture en cours de route? Mais ça pose aussi des questions. Pourquoi pas? Moi, ça peut se demander. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on sait à la même période, ça n'a peut-être rien à voir, mais que vous savez qu'il y a une réforme de l'écriture qui se met en place sous le règne du Yardunlim Amari. On est tout à fait dans cette période-là. C'est plus dans le nord, c'est pour d'autres raisons. Mais on peut se demander, voilà, est-ce que c'est lié à des différences de pratiques parmi les scribes à une période où on chamboule d'une certaine manière les pratiques de l'écrit. Alors, les quelques textes datés de l'année 26, vous voyez tout de suite, qui ne ressemblent pas du tout au premier, de Rimsin, semblent témoigner d'un changement dans les pratiques comptables dans le service du centre d'engraissement. Tout d'abord, leur format est carré et leur dimension est bien plus petite, je vous l'ai dit, 3 cm sur 3. Ensuite, si leur contenu reste globalement le même, avec une liste des animaux pour le repas Naptanum et d'autres destinataires, l'expression prélevée sur le centre d'engraissement n'apparaît plus. On n'a plus cette expression emblématique. Parmi les destinataires, un certain Boudidi, ou Pouzaza, dépend comment vous lisez, ou Bouzaza, ou Bou, il y a deux combinaisons, soit Bou, soit Pou, soit Di, soit ça, qui apparaît sporadiquement dans des textes datés des années 11 et 14 de Rimsin, refait d'un coup surface systématiquement dans tous les textes de l'année 26. Alors c'est une discussion sur ce personnage qui nous fait rentrer maintenant dans la dernière partie, celle sur les informations issues du contenu des textes. Ce personnage apparaît en effet dans l'inventaire trouvé à Our, UET 544, d'objets en argent et en or, sans doute offerts à la déesse Ningal par le roi, Lentum Enchakyagdana, Boudidi, le fameux Boudidi, et Telum, le chancelier de Gugunum, Rimsin, Elentum et Nanedou. Alors, à la suite de Cyril Gade et de Marc van de Mirop, ce texte a été repris par Dominique Charpin dans Namou 2017 et puis aussi dans Archibab 4, qui a confirmé que ce document non daté devait être situé pendant le règne de Waratsin, donc postérieur plutôt à l'ancêtre de Waratsin, et que la mention du chancelier de Gungunum ici, qui peut paraître justement anachronique, ne signifiait pas que ce dernier était encore en vie, mais qu'on avait gardé dans l'inventaire la trace du présent qu'il avait fait des dizaines d'années plus tôt. En revanche, il y a de fortes chances que le Boudidi ou Pouzaza dans l'inventaire soit le même que dans nos textes,
Et donc, ce dernier était vivant au moment de la rédaction de l'inventaire. C'est donc un personnage de haut rang, probablement de la famille royale ou de l'administration royale, ou les deux, qui mérite tout notre intérêt et sur lequel il faut continuer de travailler. Nous signalons l'occurrence d'un autre personnage important, Shimat-Eshtar, l'épouse de Rimsin, une des épouses de Rimsin. Elle se présente comme fille de Waratsin dans une inscription du temple de Belet-Ekalim, mais il s'agit bien sûr d'un homonyme, le Waratim, excepté si on envisage un inceste, ce qui est quand même peu probable. Comme l'a remarqué Dominique Charpin dans Se faire un nom, qui précisait que ce n'est pas possible. On connaît peu de choses sur les 3 femmes attestées de Rimsin. Je rappelle, il y a Rimsin Shalabash-Tachou, connue par une dédicace sur un vase en diorite, pour Inanna, et Beltani, connue par un saut-cylindre. La documentation du centre de graissement ne mentionne Shimat-Eshtar que du mois 1 au mois 2 de l'année 21 de Rimsin. Très court. Mais pourquoi disparaît-elle subitement après le mois 2 de l'année 21 de Rimsin? Le dernier texte dans lequel son nom apparaît, daté du 27 du mois 2, indique que des sacrifices de moutons sont faits pour elle. Alors a-t-on là justement une indication de son décès? Pourquoi pas? C'est à réfléchir. Les textes précèdents enregistrent en tout cas 1 à 2 moutons graissés pour elle, juste après les moutons pour le repas Naptanum. Donc il s'agissait donc à ce moment, bien sûr, très certainement, de l'épouse principale. D'autres destinataires des animaux engraissés méritent aussi notre attention. Mais je n'ai pas le temps de vous les présenter en détail ici. Je ne sais pas combien de temps il me reste d'ailleurs, mais encore un petit peu. 5 minutes, d'accord. On trouve donc des messagers d'Elam, d'Uruk, d'Eshnuna et d'Issin. Ces messagers reviennent parfois de façon récurrente et pouvaient être présents à certains moments ensemble à Larsa. Il est possible de suivre leur aller-retour pour les habitués, on pourrait dire, ou de repérer les messagers qui ont été remplacés par d'autres régulièrement. Nous sommes en train de combiner leur étude justement avec celle du contexte politique de leur venue à Larsa. Grâce à la mise en série des textes et à leur collation, plusieurs nouvelles lectures ont été apportées. Alors voici un exemple. La fin de la seconde ligne doit être lue en fait Anna et de Nam Dumuna, qui a été traduit habituellement pour la maison du prince ou pour la maison du dauphin. C'est-à-dire ça renverrait au bit maruti qu'on retrouve par exemple dans les listes médio-assyriennes. Alors comme d'autres textes enregistrent des moutons pour les fils du roi, pour les Dumumeshlugal, on peut vraiment se demander s'il s'agit de la maison du dauphin ou non. Cette expression apparaît dans un texte de Larsa, dès l'année de 6 d'Abissaré, soit 100 ans plus tôt que la date de ce texte, qui était de Rimsin 21, à propos d'un conte d'ovins dans lequel cette maison du prince, je reprends le terme entre guillemets, fournit 80 brebis. 2 textes administratifs d'Uruk mentionnent respectivement que 2 étoffes ont été fabriquées dans ce lieu et que 35 étoffes en proviennent. Il s'agit donc clairement à Uruk, comme Shirin Sanati-Muller l'a remarqué, d'un centre de tisseurs ou de tisseuses, ou du moins un centre dont une des fonctions est une fonction de tissage. Il peut y avoir évidemment d'autres fonctions. Alors ces informations permettent de jeter un nouvel éclairage sur les mentions du Enam Dumuna dans notre documentation du centre d'engraissement. En effet, le nom de ce bâtiment n'apparaît qu'à partir de l'année 21 de Rimsin, exactement le 25 du mois 3, le 26 du mois 3 et le 08 du mois 8, qui commémore la prise de la ville d'Uruk. Cette prise est toute récente, car un autre texte, daté du mois 2 de l'année 21, précise que des sacrifices ont été réalisés pour le retour du roi revenant de la campagne d'Uruk. La campagne d'Uruk a donc eu lieu fin de l'année 20, début de l'année 21 de Rimsin. 4 à 5 moutons provenant du centre d'engraissement sont livrés dans le Ede Nam Dumuna pour la consommation, ce qui laisse supposer qu'un personnel de plusieurs dizaines de personnes y vivait ou y travaillait. Le texte CUNES 490304 nous en apprend un peu plus, car il précise que 4 moutons sont destinés à la maison des femmes du Ede Nam Dumuna. On peut donc émettre l'hypothèse, c'est juste une hypothèse qu'on vous propose, qu'il s'agit aussi dans nos textes du centre de tisseuses d'Uruk que Rimsin vient d'annexer. Il reste maintenant bien sûr 2 questions suspens.
Pourquoi un texte de l'époque d'Abissaré mentionne déjà ce centre avant? Est-ce que c'est le même? Et à quoi renvoie exactement l'expression « et de Nam Dumu Na » Est-ce que c'est vraiment la descendance du roi ou pas, à Uruk? Mais pourquoi on le reprend ici? Ça, c'est une question qui est complètement en suspens. Donc, en conclusion, nous avions deux objectifs dans cette communication. Premièrement, bien sûr, nous souhaitons vous présenter ce corpus en vous donnant un aperçu de la diplomatique des documents, de son contenu et des informations que nous pouvions en tirer. Et deuxièmement, il nous semble important d'insister de nouveau sur l'intérêt des textes administratifs, non seulement pour l'histoire économique, mais aussi pour l'histoire sociale et politique, pour l'histoire des pratiques d'écriture dans un cadre comptable. Donc je vous remercie.